En traversant Albuquerque ce soir, on a l'impression d'être dans un calme plat. Rue propre, parking tranquille, mais derrière ces barrières, des centaines de camping-cars vrombissent de générateurs et la peur règne. Ce ne sont pas des voyageurs, ce sont des familles de travailleurs qui n'ont plus les moyens de se loger. Selon les statistiques du Nouveau-Mexique, 4000 personnes sont sans abri. La réalité est plus proche de 12 000, la plupart se cachant à la vue de tous. Si cette ville invisible existe déjà, que se passera-t-il lors de la prochaine opération de répression? La caravane cachée. Ils arrivent discrètement la nuit, phares éteints, moteurs s'éteignant en sourdine à la lisière d'une zone industrielle. Dans la faible lumière du petit matin, leur forme semble inoffensive, une simple rangée de caravanes et de camping-cars. Pourtant, à l'intérieur de ces structures se cachent des familles, des travailleurs et des retraités qui louaient autrefois des appartements à Albuquerque, Santa Fe et Las Cruces. Depuis 2024, le nombre de néo-mexicains vivant à temps plein dans des véhicules de loisirs a explosé, symptôme d'une hausse des prix du logement plus rapide que celle des salaires et d'économies réalisées pendant la pandémie, depuis longtemps épuisées. Pendant des décennies, les camionnettes de type RV ont symbolisé la mobilité et les loisirs. Mais aujourd'hui, elles sont synonymes d'immobilité et de survie. Derrière une station-service sur Central Avenue, un homme d'une cinquantaine d'années fait tourner un petit générateur pour que son insuline ne se détériore pas. 2 rues plus loin, une mère célibataire recharge son téléphone grâce à un panneau solaire fixé sur le toit d'une camionnette plus vieille que ses enfants. Ces véhicules sont rafistolés avec des pièces de récupération et du temps emprunté. Les inspecteurs municipaux estiment que des centaines de ces véhicules circulent chaque nuit entre différents emplacements, évitant ainsi les amendes et les vols. Le paradoxe réside dans leur invisibilité. La ville les voit, mais le système, lui, ne les voit pas. Ils ne sont ni locataires, ni propriétaires, ni sans-abri selon les définitions traditionnelles. Cette lacune les exclut de la plupart des budgets, et cette invisibilisation engendre la négligence. Les élus parlent de dégradation urbaine et d'infractions de stationnement, pas de familles en quête d'électricité et d'eau. Chaque journée commence par une vérification du moteur et se termine par une prière pour que la transmission tienne le coup. Si les rues vous semblent calmes lors de vos trajets, pourquoi tant de familles dorment-elles derrière des entrepôts ce soir? Et qu'est-ce qui a changé ces dernières saisons pour que cette situation devienne la norme? Qu'est-ce qui a changé depuis la mise à jour 25? La solution réside d'abord dans des chiffres que chaque famille active ressent déjà. Au cours de l'année écoulée, le loyer moyen au Nouveau-Mexique a bondi de plus de 20%, tandis que le salaire médian a progressé de moins de 5%. Les prix des produits alimentaires, du carburant et de l'électricité ont suivi la même tendance, pesant lourdement sur des budgets déjà fragilisés par les licenciements liés à la pandémie. Les programmes d'aide au logement de l'État ont expiré et les protections contre les expulsions ont disparu. Ce qui avait commencé comme un déplacement temporaire est devenu une nouvelle catégorie économique, celle des personnes qui travaillent à temps plein mais n'ont pas les moyens de se loger à un domicile fixe. Le secteur de la construction a ralenti, les taux d'intérêt hypothécaires sont restés élevés et l'inflation a persisté. À Las Cruces, un mécanicien a vendu son emplacement dans un parc de caravanes pour payer ses frais médicaux, rejoignant ainsi des dizaines d'autres personnes qui errent désormais d'aire de repos en aire de repos. Les travailleurs saisonniers des industries pétrolières et cinématographiques, autrefois satisfaits de baux de courte durée, n'ont plus pu se permettre de vivre dans ces conditions. Nombre d'entre eux se sont tournés vers Craigslist pour acheter des caravanes d'occasion, financées par de maigres indemnités de départ ou des cartes de crédit déjà presque à découvert. Ces caravanes sont devenues les derniers logements abordables sur un marché en contraction. Alors que ces résidents s'installaient sur les parkings et les aires de stationnement rural, les voisins remarquèrent de nouvelles silhouettes sous les réverbères. Des plaintes s'ensuivirent, puis des arrêtés municipaux, puis des avis de police agrafés au pare-brise. Un nouveau cycle s'installa. Perdre son logement, trouver un véhicule, puis perdre le droit de s'y garer. Chaque mesure répressive rendait la nuit suivante plus difficile. Quand les loyers augmentent plus vite que les salaires, où garer son dernier abri, surtout quand la ville vous demande de déménager? Si cette histoire vous semble réelle, abonnez-vous à notre chaîne et laissez un commentaire sur ce que vous voyez près de chez vous. Le problème du sous-dénombrement. Officiellement, le Nouveau-Mexique recense environ 4000 personnes sans domicile fixe. Officieusement, les analystes de l'État estiment que le chiffre réel pourrait être le double, voire le triple, si l'on inclut les personnes vivant dans leur véhicule. Cet écart s'explique par le fait que ces dernières sont rarement comptabilisées dans les recensements traditionnels. Elles déménagent trop souvent, se méfient des enquêtes et campent dans des zones industrielles inaccessibles aux services d'aide aux sans-abri. Les hôpitaux, quant à eux,
en recense discrètement un nombre bien plus important. Une étude du département de la santé a dénombré l'an dernier près de 30 et 1 000 patients n'ayant déclaré aucune adresse permanente, signe que le phénomène du sans-abrisme ne se limite pas aux tentes et aux trottoirs. Ce sous-dénombrement a des conséquences pour tous les contribuables et les usagers des services publics. Les formules de financement reposent sur des chiffres vérifiés. Une population invisible signifie donc moins de fonds pour les centres d'hébergement, l'assainissement et la santé mentale. Les comtés où le nombre de véhicules augmente perdent leur éligibilité aux subventions liées au recensement ponctuel. Résultat, une crise grandissante alimentée par des données de plus en plus rares. Des associations locales alertent sur le fait que l'invisibilité devient une politique de facto. Faute de recensement précis, les villes prévoient trop peu de toilettes, une collecte des déchets insuffisante et un filet de sécurité sociale trop limité. Chaque foyer absent des données représente un manque à gagner budgétaire, et cet argent provient de quelque part, généralement des mêmes communautés qui voient aujourd'hui des bus s'entasser sur leurs trottoirs. Si les besoins dépassent les chiffres, que manque-t-il d'autre lorsque les responsables planifient les lits d'hébergement, les budgets et les dispositifs d'aide sociale pour votre comté? Une nuit dans la plateforme. Au crépuscule, l'air se rafraîchit rapidement au-dessus du désert et les parois en aluminium emprisonnent la chaleur de la veille. Dans un vieux camping-car près du Rio Grande, une institutrice retraitée compte les heures d'autonomie de sa batterie en fonction des prévisions de vent. Son voisin, un jeune père, installe un tuyau pour remplir son réservoir d'eau avant que la station-service ne ferme le robinet. Tout semble emprunté, la lumière, l'électricité, le repos. Les générateurs crachotent jusqu'au couvre-feu, les chiens aboient après les camions qui passent. Et le silence ne dure jamais assez longtemps pour permettre un sommeil profond. La sécurité est précaire. Certains gardent une bombe lacrymogène près de leur lit. D'autres s'en remettent à la règle tacite de la surveillance mutuelle. Quand des inconnus frappent à la porte, personne n'ouvre. Les patrouilles de police passent parfois sans s'arrêter, mais d'autres fois, elles laissent que des avertissements valables 72 heures. Chaque matin, les habitants se déplacent de quelques rues pour prouver qu'ils ont respecté cette règle. Les enfants font leurs devoirs à la lampe de poche pendant que leurs parents cherchent sur les cartes le prochain endroit sûr. De loin, le paysage paraît ordonné, des rangées de camions bien rangés se détachant sur l'horizon. Mais approchez-vous et vous entendrez les alarmes de batterie et les calculs chuchotés de consommation et de dépenses journalières. Pour beaucoup, il y a le travail à faire demain matin, leurs uniformes pliés près du siège, conducteurs. Ils font toujours partie de la main-d'œuvre qui fait tourner l'État. Ils vivent simplement en marge. On peut survivre à une nuit, mais comment survivre aux règles qui entrent en vigueur à l'aube? Salaire contre loyer. Chaque paie semble désormais moins importante, non pas à cause d'une baisse des salaires, mais parce que tout le reste a augmenté plus vite. Au Nouveau-Mexique, le loyer médian d'un appartement d'une chambre a dépassé les 1 100 $, tandis que le salaire horaire médian se situe à peine au-dessus de 16 $. Pour un parent isolé travaillant 40 heures par semaine, ce loyer absorbe près de la moitié de ses revenus, avant même de prendre en compte l'alimentation, l'essence et la garde d'enfants. Les économistes parlent de surcharge des coûts. Les familles, elles, parlent d'impossibilité. L'augmentation du salaire minimum dans l'État a apporté un soulagement temporaire, mais l'inflation a rapidement anéanti ses gains. Le coût des services publics a augmenté de 20% ces 2 dernières années, et les factures d'épicerie suivent la même tendance. Dans les secteurs de l'hôtellerie et de la logistique, le roulement du personnel n'est pas dû à un mécontentement professionnel, mais au départ de travailleurs vers des villes moins chères ou à des personnes dormant dans leur véhicule près de leur lieu de travail. Les taux d'intérêt hypothécaires élevés empêchent les jeunes d'accéder à la propriété, ce qui maintient une forte demande locative et un faible taux de vacances. Les propriétaires exigent désormais un revenu mensuel vérifié, équivalent à 3 fois le loyer, un casier judiciaire vierge et une cote de crédit supérieure à 650. Pour de nombreuses familles ouvrières, cela signifie qu'elles ne remplissent même pas les conditions requises pour faire une demande. Les anciens combattants, les parents isolés et les travailleurs indépendants, des personnes aux revenus stables mais atypiques, sont considérés comme des locataires à risque. Le processus de sélection ne mesure ni l'honnêteté ni les efforts. Il évalue une stabilité que personne ne peut se permettre. Lorsque le loyer augmente plus vite que les salaires, même les calculs les plus justes ne suffisent plus. Si les finances empêchent la signature d'un bail, quel toit reste-t-il? Et qui décide si vous pouvez y rester? Les actions abordables qui disparaissent. Les logements disparaissent plus vite qu'ils ne sont reconstruits. Ces 5 dernières années, le Nouveau-Mexique a perdu environ 23 000 logements locatifs, à moins de 700 $ par mois.
Face à la hausse des coûts de construction et au manque d'incitation, les promoteurs se sont tournés vers le luxe et les constructions éphémères. Les anciens complexes d'appartements sont entièrement rénovés et rebaptisés, leur loyer doublant du jour au lendemain. Les comtés ruraux, qui offraient autrefois un répit, subissent le même sort. Les télétravailleurs quittent les grandes villes pour s'installer dans les petites villes, ce qui fait grimper les prix. Les crédits d'impôts fédéraux visaient à préserver l'accessibilité au logement, mais de nombreux accords ont expiré ces 2 dernières années, libérant des centaines de logements sur le marché. Les petits propriétaires vendent à des investisseurs extérieurs à l'État qui rénovent dans un but lucratif plutôt que pour conserver les biens. Chaque vente transforme un logement populaire en un actif de plus. Face à la raréfaction de l'offre, les listes d'attente pour les logements sociaux dépassent 2 ans. Les familles ne peuvent pas se permettre d'interrompre leur vie pendant cette attente. Elles s'adaptent en achetant tout type de logement précaire qu'elles peuvent se permettre. Même les parcs de maisons mobiles, autrefois le dernier refuge stable pour les résidents à faible revenu, sont transformés en entrepôts ou en espaces commerciaux. Dans le quartier de South Valley à Albuquerque, une rangée entière de maisons mobiles a disparu pour laisser place à une chaîne de garde-meubles. Les personnes déplacées n'ont eu d'autre choix que de se loger dans des maisons préfabriquées. Le passage de l'appartement à la voiture n'est plus une urgence, mais la nouvelle phase de transition entre deux baux. Lorsque les logements disparaissent, mais que les habitants restent, où cette pression se manifestera-t-elle ensuite dans votre rue? Gardien à l'entrée du parc. L'illusion d'une solution simple pour les camping-cars s'évanouit à l'entrée. De nombreux campings privés du Nouveau-Mexique appliquent la règle des 10 ans. Tout véhicule de plus de 10 ans est refusé, quel que soit son état. Cette politique, censée être esthétique, sert en réalité de filtre économique. Une famille qui achète un camping-car de 2008 pour 3 000 $ ne peut accéder à la plupart des campings agréés, même si elle peut payer le tarif journalier. Les responsables vérifient le numéro d'identification du véhicule, puis les refoulent sans inspection ni possibilité de recours. Les parcs de caravanes RV, qui facturent plus de 1 000 $ par mois, excluent les familles déjà trop gourmandes pour se loger, tandis que le flux touristique génère des profits. Les caravanes plus anciennes sont reléguées sur des emplacements de stationnement ou en bord de route, creusant ainsi les inégalités. Les subventions ne profitent qu'à une minorité, et des règlements privés interdisent l'accès. Sans réforme, l'accessibilité financière restera un luxe inaccessible. La santé sans adresse. Tout commence par des démarches administratives et se termine par des souffrances. Sans domicile fixe, les personnes vivant dans leur véhicule n'ont plus accès aux services de santé les plus élémentaires. Les pharmacies exigent une adresse fixe pour le renouvellement des ordonnances. Les formulaires d'assurance maladie refusent les boîtes postales. Lorsqu'un patient indique RVE ou aucun, de nombreux systèmes informatiques signalent l'inscription comme invalide. Dans le seul comté de Bernalillo, les travailleurs sociaux estiment que plus de 1000 habitants manquent ou reportent leurs rendez-vous médicaux chaque mois, faute de recevoir les rappels par courrier. La perte d'une pièce d'identité bloque l'accès aux médicaments, à l'emploi et aux soins, piégeant les personnes dans un cycle coûteux de soins d'urgence. Les unités mobiles tentent de pallier ces lacunes, mais manquent de carburant et de couverture. Les habitants partagent leurs médicaments ou renoncent aux soins, leur santé se dégradant insidieusement. Lorsque les soins de santé nécessitent une adresse, la mobilité devient un obstacle. Saison des balayages. Ils arrivent juste après le lever du soleil, alors que les moteurs refroidissent encore et que les enfants sont encore à moitié endormis. À Albuquerque, on parle d'opération de déblaiement. À Las Cruces, d'opération de nettoyage. Pour les habitants, ce sont des razzias. Tout ce qui n'est pas solidement fixé devient débris. Les camions arrivent les premiers, suivis des éboueurs et des escortes policières. Les bâches sont pliées, les tentes démontées, les portes des camping-cars s'ouvrent sur des voies qui réclament 10 minutes. En réalité, il n'y a pas de temps. Les biens personnels finissent dans les bennes. Vêtements, papiers, photos de famille. Les véhicules sont verbalisés et parfois mis en fourrière, même si le propriétaire est à 2 pas. Les opérations de nettoyage urbain visent à instaurer l'ordre et la sécurité, mais dépensent des milliers de dollars pour déplacer les gens sans résoudre le problème du sans-abrisme. Chaque déplacement anéantit les progrès accomplis, éloignant davantage les travailleurs de leurs emplois et des aides. La perte de documents et les frais de carburant accentuent le désespoir. Les rues paraissent nos plus propres, mais les vies sont bouleversées. Une fois l'opération terminée, le cycle recommence. L'horloge de 72 heures. Dans la plupart des villes du Nouveau-Mexique, tout véhicule stationné sur la voie publique est soumis à la règle des 72 heures. Au-delà de cette durée, un avis orange vif s'affiche. Infraction en cours. Après 3 jours, le véhicule peut faire l'objet d'une contravention
d'une amende ou d'une mise en fourrière. Cette règle, instaurée il y a des décennies pour les véhicules abandonnés et non pour les habitations, représente aujourd'hui un double compte à rebours avant de se retrouver sans domicile fixe. D'abord à cause de la perte de logement, ensuite à cause du véhicule lui-même. Les règles censées fluidifier la circulation pénalisent désormais la survie. Les travailleurs ne peuvent plus se déplacer toutes les 72 heures sans perdre leur salaire, et l'essence grève leurs maigres revenus. Un seul signal d'alarme manqué, et la fourrière anéantit tout. Frais, paperasserie et jeux politiques emprisonnent des vies dans un perpétuel mouvement. Quand les règles instrumentalisent le temps, que protège réellement l'ordre? Si vous avez regardé jusqu'ici, abonnez-vous. Restez informé PESU sur la crise du logement au Nouveau-Mexique et découvrez les histoires vraies qui se cachent derrière les chiffres. Intention versus impact. Chaque agent qui frappe à la vitre d'un fourgon porte un double fardeau, le devoir de faire respecter l'ordre et la conscience des conséquences de ce travail. Ils voient des enfants faire leurs devoirs sous la lumière du tableau de bord, des vétérans dormir près de bouteilles d'oxygène, des couples avec des chiens portant le nom de leur ancienne rue. Les ordres qu'ils exécutent sont dictés par la réglementation municipale, non par cruauté. Mais le résultat est toujours le même. Un nouveau déplacement, une nouvelle vague de peur. Les habitants l'appellent le jeu des chaises musicales. Un cycle où la sécurité se déplace sans que la stabilité ne disparaisse. Les opérations de nettoyage érodent en la confiance et les arrêtés municipaux contraignent les gens à traverser les comtés. Les forces de l'ordre appliquent la loi sans jamais trouver de solution. Les habitants se sentent en insécurité car les problèmes se déplacent sans jamais se résoudre. Les bonnes intentions se transforment en chaos. Comment les familles peuvent-elles préserver leur stabilité au milieu de ce mouvement incessant? Disparu sur le papier. Une fois le véhicule remorqué ou déplacé, la véritable disparition commence, dans les bases de données. Sans adresse postale, le courrier officiel cesse d'arriver. Les convocations judiciaires restent sans réponse. Les allocations sont suspendues après 30 jours de courrier non distribuable. Les écoles radignent les élèves qui ne peuvent justifier de leur domicile. Les systèmes administratifs conçus pour organiser des vies les effacent désormais. Chaque formulaire manquant alimente une nouvelle statistique. Absence de réponse, non-conformité, inadmissibilité. Derrière ces mots se cachent des personnes dormant dans leur véhicule en périphérie de la ville. Sans domicile fixe, les comptes bancaires sont bloqués, les emplois disparaissent et le droit de vote est suspendu. La mobilité efface la visibilité, créant une illusion d'efficacité tandis que les coûts explosent aux urgences et en prison. La perte de papier d'identité enferme les individus dans des impasses bureaucratiques jusqu'à ce que leur identité même disparaisse. Quand prouver son existence nécessite des documents, comment restaurer la dignité humaine? Choc à l'échelle de l'État. L'histoire qui a débuté sur un simple parking s'étend désormais à travers tout le Nouveau-Mexique. De Farmington, Hobbs, le nombre de personnes vivant dans leur véhicule est bien supérieur aux chiffres officiels. Le recensement de l'hiver dernier a dénombré moins de 5000 personnes sans abri, mais les équipes de terrain présentes dans 11 comtés estiment que ce nombre est au moins le double si l'on inclut les personnes vivant dans leur véhicule. Ce sous-dénombrement a des conséquences qui dépassent largement le cadre des chiffres. Il détermine l'attribution des aides fédérales et le montant des fonds alloués au logement et à la santé mentale dans chaque comté. L'invisibilité influence les politiques publiques. Sans données, les élus négligents des communautés entières. Les shérifs des zones rurales font face à une hausse des demandes d'aide sociale. Les budgets municipaux sont mis à rude épreuve et chaque personne non recensée prive les autorités de financements essentiels. L'hiver révèle toutes les lacunes. Les aides au chauffage sont épuisées, les centres d'hébergement sont saturés et les factures d'hôpital s'accumulent. La crise suscite un intérêt croissant chaque jour. Combien de temps les budgets peuvent-ils encore attendre? Coût de gestion par rapport à une maison. Tous les tableaux qui suivent cette crise dressent le même constat. Réagir coûte plus cher que résoudre le problème. Une seule nuit en prison coûte environ $120. Une consultation aux urgences pour hypothermie peut dépasser les $2000. Si l'on ajoute les frais de police, d'assainissement et de procédure judiciaire, une personne sans domicile fixe de longue durée coûte en moyenne plus de $20 000 par an aux contribuables. À l'inverse, le logement social permanent et l'accompagnement social coûtent en moyenne moins de $7000 par ménage et par an. Les programmes de stationnement sécurisés coûtent moins cher et améliorent la sécurité. Pourtant, le Nouveau-Mexique continue de privilégier la répression à la stabilité, une habitude héritée des politiques mises en place pendant la crise. Une population stable réduit les dépenses liées aux urgences, aux prisons et aux services de protection de l'enfance, mais les budgets privilégient la visibilité à la prévention.
les solutions éprouvées sont négligées, tandis que des cercles vicieux coûteux persistent. Pourquoi ces fonds restent-ils inutilisés? Travail, migration et le prochain choc. La prochaine vague se profile déjà, non pas dans les rapports sur le logement, mais dans les offres d'emploi. L'économie du Nouveau-Mexique repose sur des activités cycliques: construction, énergie, tourisme et agriculture saisonnière. Lorsque des projets sont interrompus ou que les intempéries perturbent les contrats, les travailleurs perdent leurs revenus et leur logement en quelques semaines. Les employeurs constatent désormais discrètement une hausse du taux de rotation du personnel, car les employés ne trouvent pas de location de courte durée à proximité des chantiers. Un soudeur d'Artesia dort dans son camion entre 2 quarts de travail. Une femme de ménage d'hôtel à Santa Fe loue un camping-car pour réduire son temps de trajet de 90 minutes à 10 minutes. Vivre dans son véhicule est devenu un mécanisme de régulation du marché du travail. Sécheresse, incendies de forêt, automatisation et télétravail bouleversent les migrations et vident les petites villes, imposant une mobilité inéluctable. L'arrivée de nouvelles familles fait flamber les loyers et met à rude épreuve les chaînes d'approvisionnement, tandis que les villes deviennent inabordables. L'instabilité engendre pénurie, fermeture et sous-effectifs, prouvant que la stabilité est à la fois morale et économique. Face à la prochaine crise, il est impératif d'élaborer dès maintenant un plan de protection. Un guide pratique pour le Nouveau-Mexique. Les solutions ne nécessitent pas de miracle. Une simple coordination suffit. Les villes peuvent lancer des projets pilotes de stationnement sécurisé sur les parkings publics existants en 3 mois seulement, en prévoyant des toilettes portables, un éclairage et la présence d'intervenants sociaux. Chaque site pourrait accueillir jusqu'à 20 véhicules, de quoi stabiliser les familles en attendant la mise en place de logements permanents. Ensuite, il faudrait remplacer la règle des 10 ans par un système d'inspection. Si le véhicule satisfait aux contrôles de sécurité et d'hygiène, il est autorisé, quelle que soit son année de fabrication. Ce simple changement pourrait libérer des centaines de places de stationnement légales du jour au lendemain. Les unités mobiles de santé peuvent s'étendre à des lieux sûrs, facilitant l'accès aux soins et à l'emploi pour les résidents, tandis que les programmes de prévention des expulsions interviennent précocement. Lier les subventions aux résultats obtenus prouve l'efficacité de la compassion. Nul besoin de nouvelles technologies, un changement de perspective suffit. La fierté communautaire peut renforcer la sécurité grâce à une empathie concrète, évitant ainsi aux familles d'avoir à choisir entre payer leur loyer et se loger. Le calme revient, mais quelque chose de plus important se profile à l'horizon. Le Nouveau-Mexique n'était que le premier signe avant-coureur. Les règles qui ont engendré cette crise ici sont sur le point de se généraliser. Si ce reportage vous a interpellé, ne détournez pas le regard. Abonnez-vous, partagez-le et rejoignez-nous la prochaine fois pour suivre l'évolution de cette nouvelle règle qui se propage dans les villes américaines et observez à quelle vitesse le temporaire devient permanent.